Un claquement sec déchire le silence feutré de la cabine de première classe d'un vol Air France. Un son si brutal qu'il fige l'air, suspend les murmures, et fait taire jusqu'au bourdonnement discret des moteurs. Amadou Diallo, un garçon de 10 ans à la peau d'ébène, assis calmement dans le siège 2A, ne bouge pas. Son visage, marqué d'une rougeur cuisante, reste impassible, mais ses yeux, grands et profonds, trahissent une douleur silencieuse. À ses pieds, un sac à dos vert, soigneusement rangé, semble être le seul témoin de son innocence. Il n'a rien fait, ni cri, ni insolence, ni geste déplacé. Pourtant, la main de Véronique Dubois, l'hôtesse de l'air en chef, s'est abattue sur lui, comme si sa simple présence en première classe était une offense. Les passagers, figés dans leur siège de cuir, retiennent leur souffle. Une femme, au 3e rang, murmure un « Mon Dieu » étouffé, son téléphone déjà levé, capturant l'instant. Un homme en costume, au 2C, se redresse, incrédule. Mais Amadou, lui, ne pleure pas. Pas encore. Ses doigts, posés délicatement sur son poignet, effleurent une montre noire et lisse. 4 secondes de pression, un geste presque invisible, et quelque chose change. Dans le cockpit, une alerte clignote. Les haut-parleurs crépitent. La voix du commandant, tendue, annonce « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis. Nous devons interrompre le roulage. » Le vol, qui devait décoller de l'aéroport Charles de Gaulle, s'immobilise. Et dans ce silence lourd, chargé d'une tension palpable, une tempête commence à se former. L'aéroport Charles de Gaulle, ce matin-là, est un ballet frénétique de voyageurs, de valises roulantes et d'annonces nasillardes. Les halls grouillent de vie, des hommes d'affaires pressés, des familles en route pour des vacances, des étudiants traînant des sacs trop lourds. Au milieu de cette agitation, Amadou Diallo, 10 ans, se tient droit près de la porte d'embarquement du vol Air France 214 à destination de New York. Son sac à dos vert, impeccablement bouclé sur ses épaules, semble presque trop grand pour sa silhouette menue. Il porte un pull bleu marine, un pantalon beige soigneusement repassé et des baskets blanches immaculées. Dans sa poche arrière, une lettre pliée avec soin, signée de la main de sa mère, Aïssata Diallo, une philanthrope française d'origine sénégalaise, connue pour ses œuvres caritatives et son influence dans les cercles de pouvoir parisiens. « Tout est arrangé, mon chéri », lui avait-elle dit en l'embrassant sur le front dans le salon VIP de l'aéroport. « Assieds-toi, regarde par le hublot, et tout ira bien. » Amadou avait hoché la tête, ravalant une légère boule d'appréhension. Il n'est pas habitué à voyager seul, mais sa mère lui a appris à être précis, poli, à ne jamais attirer l'attention inutilement. Alors, il attend son tour, billet d'embarquement à la main, observant les écrans d'affichage avec une curiosité discrète. Quand l'appel pour le groupe 1 retentit, Amadou s'avance vers l'agent de la porte, une femme d'une trentaine d'années au sourire professionnel, mais crispé. « Bonjour, petit », dit-elle en baissant les yeux sur lui. « Tu es perdu ?» Amadou secoue la tête, tendant son billet. « Non, madame, je voyage seul. Ma mère a réservé le siège 2A pour moi. » L'agent hésite, scanne le billet. Un bip, une lumière verte. « D'accord », dit-elle, son sourire ne montant pas jusqu'à ses yeux. « Suis le couloir, c'est tout droit. » Amadou acquiesce, s'engage dans la passerelle. C'est pas mesuré, comme s'il craignait de déranger. Derrière lui, une femme élégante, Claire Beaumont, avocate de la Fondation Diallo, observe en silence. Grande, tailleur gris impeccable, elle porte une mallette en cuir et un regard perçant. Elle voyage en 3A, assignée pour surveiller Amadou discrètement, une mesure de sécurité imposée par Aïssata. Claire ne dit rien, mais note chaque détail. Les regards curieux des autres passagers, le léger froncement de sourcils de l'agent. À bord, la cabine de première classe sent le cuir neuf et une touche subtile de lavande. Les lumières tamisées apaisent, les sièges larges invitent au confort. Amadou s'installe en 2A, près du hublot, posant son sac sous le siège avec soin. Il retire son pull, le plie sur ses genoux, ses gestes précis, presque mécaniques. Dehors, les équipes au sol s'activent. Des signaux orange, des tapis roulants pour les bagages. Un chariot qui file à toute allure. Amadou observe. Fasciné mais calme. Il n'est ni excité ni effrayé, juste prêt. Une hôtesse, souriante, l'accueille d'un « Bienvenue à bord, jeune homme ». Amadou répond par un sourire timide et un « Merci, madame ». Le siège de B reste vide pour l'instant, et les rangées autour se remplissent lentement. Un couple discutant de leur projet à New York, un cadre écoutant de la musique avec des écouteurs dernier cri, un professeur à la retraite avec un sac rempli de mots croisés. Puis, Véronique Dubois apparaît. Hôtesse en chef, la quarantaine, uniforme impeccable, chignon serré, elle traverse la cabine avec une autorité naturelle. Ses yeux balaient les rangs,
s'arrête sur Amadou. Son visage se crispe légèrement, un mélange de surprise et de méfiance. Elle ne s'approche pas immédiatement, mais son regard reste posé sur lui, comme si sa présence en première classe était une anomalie. Amadou ne le remarque pas tout de suite. Il regarde par le hublot, tapotant doucement l'accoudoir au rythme des moteurs. À quelques sièges, Claire Beaumont, installée en 3A, baisse son journal, observant l'hôtesse. Elle note la tension dans les épaules de Véronique, la façon dont ses lèvres se pincent. Véronique s'approche enfin, son ton mielleux mais teinté de condescendance. « Mon petit, es-tu sûr d'être à la bonne place ? C'est la première classe ici. » Amadou lève les yeux, un peu déconcerté. « Oui, madame. » Mon billet indique 2A. Elle fronce les sourcils. « Je vais vérifier. Parfois, il y a des erreurs avec les enfants. Reste assis pour l'instant. » Son ton n'est pas hostile, mais il y a une froideur qui fait légèrement reculer Amadou dans son siège. Claire, toujours silencieuse, ajuste ses lunettes, son regard aiguisé. À l'arrière, un autre passager, Monsieur Lefebvre, un homme d'une soixantaine d'années, ancien libraire à la retraite, observe la scène, un livre ouvert sur les genoux. Il murmure à sa voisine, une jeune femme prénommée Sophie. Pourquoi s'en prend-elle à ce garçon? Il n'a rien fait. Sophie, étudiante en art, sort son téléphone, prête à filmer si besoin. Véronique revient, un porte-document à la main, son expression plus dure. « Jeune homme, » dit-elle, plantée devant Amadou. Le manifeste indique que ce siège n'est pas attribué à un mineur non accompagné. « Où sont tes parents ?» Amadou, toujours calme, répond doucement. « Je voyage seul, madame. Ma mère a tout organisé. J'ai une lettre dans mon sac. » Il se penche, ouvre une poche latérale de son sac à dos et en sort une feuille soigneusement pliée, ornée de l'entête de la Fondation Diallo, avec une signature manuscrite. Véronique la prend, y jette un coup d'œil, puis ricane. Ça, n'importe qui peut imprimer une lettre, ça ne prouve rien. Sans prévenir, elle déchire la feuille en deux. Le bruit, sec et brutal, résonne dans la cabine silencieuse. Amadou retient son souffle, ses yeux s'écarquillent, mais il ne parle pas. Les morceaux de la lettre tombent au sol. « Tu vas devoir te déplacer vers l'arrière », ordonne Véronique. « On te trouvera une place plus appropriée. » À ce moment, Monsieur Lefebvre se lève, sa voix tremblante, mais ferme. « Madame, ce garçon a un billet valide. Vous venez de déchirer son document. C'est inacceptable. » Véronique se retourne, irritée. « Monsieur, ceci ne vous concerne pas. Asseyez-vous. » Mais Lefebvre tient bon. « Vous traitez un enfant comme un intrus. Je ne me tairai pas. » La cabine commence à s'agiter. Des murmures s'élèvent. Sophie, discrètement, commence à filmer. Son téléphone caché dans sa paume. Un autre passager, Idrissa Ndiaye, un entrepreneur sénégalais en 2C, retire un écouteur. « Elle a déchiré sa lettre » murmure-t-il à sa voisine, une femme d'affaires nommée Camille. Amadou reste immobile, les yeux baissés, les poings serrés sur les lambeaux de la lettre. Véronique, sentant les regards peser sur elle, hausse le ton. « Levez-vous, jeune homme. Vous irez à l'arrière jusqu'à ce qu'on clarifie ceci. » Amadou obéit lentement, se levant, son sac à dos entre les pieds. Il ne pleure pas, mais ses épaules s'affaissent légèrement, une douleur muette dans son regard. Claire Beaumont, toujours en 3A, plie son journal, ses doigts crispés. Elle ne parle pas encore, fidèle à son rôle d'observatrice, mais son esprit tourne à plein régime. Sophie, elle, filme ouvertement maintenant, chuchotant à son voisin « C'est scandaleux. Il faut que ça se sache. » Dans le galet, Julien Moreau, un jeune steward de 25 ans, observe la scène à distance. Il n'a que 6 mois d'expérience chez Air France, mais son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Il feuillette nerveusement le manifeste, repérant une ligne « Diallo, Amadou, siège 2A, drapeau Alpha. Contactez Fondation Diallo, Paris. » Son cœur s'accélère. Un drapeau Alpha. Il n'a jamais vu ça sur un vol domestique. Il s'approche de l'interphone pour appeler le bureau des opérations, mais Véronique surgit, le regard glacial. « Julien, éloigne-toi de ce téléphone. » Il hésite. « Je dois vérifier quelque chose, Véronique. » Son nom est sur le manifeste. Elle s'approche, menaçante. « Tu veux garder ton poste ? » « Laisse-moi gérer. » Julien recule, le cœur lourd, mais il sort son téléphone personnel et note rapidement. Vol 214. Passager Amadou Diallo, 2A. Drapeau Alpha. Escalade bloquée par hôtesse en chef. Amadou, debout près de son siège, semble rapetisser sous le poids des regards. Il ne parle pas, ne proteste pas. Il se contente d'exister. Là, au milieu d'une cabine où il semble ne pas être le bienvenu.
Puis, discrètement, il tapote sa montre. 3 coups brefs, 2 longs, un bref. Un code de panique, intégré par l'équipe de sécurité de sa mère. À des kilomètres de là, dans un centre de données sécurisé à Paris, une console s'allume. Alerte 320 et 1. Urgence mineure. Actif. Amadou Diallo. Une opératrice ajuste son casque. Les doigts déjà sur le clavier. Dans la cabine, l'atmosphère s'alourdit. Les passagers chuchotent, les téléphones se lèvent un à un. Sophie envoie sa vidéo à un ami via AirDrop avec un message « Regarde ça, c'est insensé ». Monsieur Lefebvre, toujours debout, lance à Véronique « Vous n'avez même pas demandé son nom ». Elle l'ignore, retourne vers le galet, mais la tension est palpable. Camille, la femme d'affaires, murmure à Idrissa « Ce garçon n'a rien fait de mal. Pourquoi s'acharne-t-elle » Idrissa, regard sombre, répond « Parce qu'elle pense qu'il ne devrait pas être ici. J'ai vu ça trop souvent. » Soudain, les haut-parleurs crépitent à nouveau. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous avons reçu une alerte et devons rester à la porte. Veuillez garder vos ceintures attachées. » Le roulage s'arrête net. Les passagers échangent des regards, sentant que quelque chose de plus grand se profile. Véronique, revenue dans la cabine, s'arrête, son assurance vacillante. Elle fixe Amadou, qui n'a pas bougé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demande-t-elle, la voix tremblante. Amadou ne répond pas. Il lève les yeux, calme, presque défiant. « Je veux parler à ma mère », dit-il doucement. Ces mots simples perçant le silence comme une flèche. Sophie, toujours en train de filmer, murmure. Il appelle sa mère. Ça va exploser sur les réseaux. Idrissa secoue la tête, impressionné par le calme du garçon. Ce gamin a plus de retenue que nous tous. Véronique, sentant le contrôle lui échapper, tente de reprendre la main. Tu ne fais pas de demande ici, jeune homme. Tu as perturbé ce vol, mais les passagers ne sont plus de son côté. Une voix s'élève. Vous l'avez frappé. Une autre. C'est un enfant. Les téléphones se multiplient, les lumières rouges des enregistrements clignotent comme des étoiles dans la cabine. Claire Beaumont enfin se lève. Madame Dubois, dit-elle, sa voix tranchante mais maîtrisée. Je suis Claire Beaumont, avocate de la Fondation Diallo. Ce garçon est sous ma surveillance. Je vous suggère de vous préparer à expliquer vos actions aux autorités. Véronique blêmit. Ce n'est pas possible, balbutie-t-elle. Claire ne cille pas. Vous avez 5 minutes avant l'arrivée de la police de l'aéroport. Un frisson parcourt la cabine. Les murmures deviennent des voix. Les passagers, d'abord spectateurs, deviennent acteurs. Monsieur Lefebvre applaudit doucement, suivi par Camille, puis Idrissa. Sophie poste sa vidéo sur Instagram avec le hashtag Justice pour Amadou. Julien, dans le galet, baisse les yeux, honteux de son silence. Mais il sait qu'il doit agir. Il envoie un message crypté à un collègue au sol. Urgence à bord, passager mineur agressé, besoin de renfort. Amadou, au centre de tout cela, s'assied lentement sur le sol près de son siège, jambes croisées, mains posées sur ses genoux. Il ne pleure pas. Ses joues portent encore la marque rouge, mais ses yeux, humides, restent fixés sur le hublot. Dehors, la passerelle se repositionne. 2 silhouettes en uniforme apparaissent. La police de l'aéroport. Le vol 214 ne décollera pas. Pas encore. Et dans ce moment suspendu, Amadou Diallo, 10 ans, devient plus grand que la cabine qui l'entoure. Sa silence, son calme, son courage discret, viennent de déclencher une tempête qui ne s'arrêtera pas de sitôt. La cabine de première classe du vol Air France 214, immobilisée sur le tarmac de Charles de Gaulle, vibre d'une tension électrique, comme un orage prêt à éclater. Les murmures des passagers, d'abord discrets, se transforment en un bourdonnement incessant, ponctué par le clignotement des lumières rouges des téléphones enregistrant chaque instant. Amadou Diallo, 10 ans, est assis sur le sol près du siège 2A, jambes croisées, ses petites mains posées calmement sur ses genoux. La marque rouge sur sa joue gauche, souvenir du premier coup porté par Véronique Dubois, l'hôtesse en chef, commence à s'estomper, mais une nouvelle rougeur, plus fraîche, orne son autre joue, là où la seconde gifle a frappé, plus dure, plus désespérée. Pourtant, Amadou ne pleure pas. Ses yeux, grands et profonds, fixent le hublot, comme s'il cherchait refuge dans le ciel gris de Paris. Les passagers, eux, ne regardent plus ailleurs. Leurs téléphones, leurs chuchotements, leurs regards indignés convergent vers ce garçon, dont la présence, si discrète au départ, est devenue le centre d'une tempête. Dans le cockpit, une alerte clignote toujours sur la console du copilote, un signal discret, mais insistant, déclenché par le code d'urgence qu'Amadou a tapé sur sa montre. À l'extérieur, la passerelle est repositionnée,
et 2 officiers de la police de l'aéroport, menés par l'inspecteur Émile Dubois, montent à bord. La vérité, contenue dans le silence d'un enfant, commence à parler et elle ne se taira pas. Les portes de la cabine s'ouvrent avec un sifflement métallique et l'inspecteur Émile Dubois entre, suivi de sa collègue, l'officier Sophie Martin, une femme au regard vif et à la démarche assurée. Émile, la quarantaine, porte un uniforme impeccable, son képi bleu marine légèrement incliné, mais son expression est celle d'un homme habitué à désamorcer les crises avec calme. Sophie, plus jeune, tient un carnet et un stylo, prête à noter chaque détail. « Mesdames et messieurs », commence Émile, sa voix grave coupant net le brouhaha. « Je suis l'inspecteur Dubois, police de l'aéroport. Voici l'officier Martin. Nous sommes ici pour enquêter sur un incident impliquant un mineur. Veuillez rester à vos places et garder vos ceintures attachées. » Les passagers se taisent, mais leur regard reste fixé sur Amadou, puis sur Véronique, qui se tient raide près du galet, son visage blême, ses lèvres pincées. Elle tente de reprendre contenance, redressant son chignon défait, mais ses mains tremblent légèrement. Avant que quiconque puisse parler, elle s'avance, la voix tendue mais autoritaire. « Messieurs les officiers, merci d'être là. Nous avons eu un problème avec un passager mineur, dit-elle, pointant Amadou du menton. Il a été verbalement agressif, a refusé de suivre les instructions de l'équipage et a créé une perturbation. J'ai dû intervenir pour maintenir l'ordre. » Les mots de Véronique tombent dans un silence glacial. Sophie Martin lève un sourcil, griffonnant rapidement dans son carnet. Émile, lui, se tourne vers Amadou, s'accroupissant légèrement pour être à sa hauteur. « Bonjour, jeune homme, » dit-il doucement, son ton contrastant avec la rigidité de Véronique. « Peux-tu me dire ton nom ?» Amadou lève les yeux, son regard clair, sans peur. « Amadou Diallo, » répond-il, sa voix posée, presque trop mature pour son âge. Émile hoche la tête. « D'accord, Amadou. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé ?» Amadou inspire lentement, ses doigts effleurant les lambeaux de la lettre déchirée par Véronique, toujours serrée dans sa main. « J'étais dans mon siège, 2A. J'ai montré mon billet, il a été scanné. Elle m'a dit que je n'avais pas le droit d'être ici, que c'était une erreur. J'ai voulu lui donner la lettre de ma mère, mais elle l'a déchirée. J'ai demandé de l'eau, et elle m'a frappé. 2 fois. » Les mots, simples, directs, tombent comme des pierres dans l'eau, créant des vagues dans la cabine. Des exclamations étouffées s'élèvent. Une femme au premier rang couvre sa bouche. Un homme d'affaires, Idrissa Ndiaye, en 2C, secoue la tête, murmurant à sa voisine. 2 fois. Elle l'a frappé 2 fois. Sophie Martin se redresse, son regard passant d'Amadou à Véronique. « Madame, par intervenir, voulez-vous dire que vous avez frappé cet enfant ?» Véronique hésite, son assurance vacille. « J'ai agi pour maintenir l'ordre. » Il était insolent, il remettait en question mon autorité. Un murmure indigné parcourt la cabine. Monsieur Lefebvre, l'ancien libraire au 2F, se lève à nouveau, sa voix tremblante mais ferme. « Insolent ? Cet enfant n'a pas élevé la voix une seule fois. Je l'ai observé depuis qu'il est monté à bord. Il était calme, poli. Vous l'avez frappé sans raison. » Sophie, l'étudiante en art assise à l'arrière, filme toujours, son téléphone capturant chaque mot. Elle murmure à son voisin. « Je viens de poster la vidéo sur Instagram. Ça va exploser. » En effet, la vidéo, un clip de 30 secondes, montrant la seconde gifle et le silence stoïque d'Amadou, est déjà partagé via airdrop entre les passagers, certains l'envoyant à leur contact à l'extérieur. En quelques minutes, le hashtag « Justice pour Amadou » commence à grimper sur les réseaux sociaux. Claire Beaumont, l'avocate de la Fondation Diallo, se lève enfin de son siège en 3A. Son tailleur gris impeccable, ses lunettes à monture fine et son regard perçant imposent immédiatement le respect. « Inspecteur Dubois, » dit-elle, sa voix claire et autoritaire, « je suis Claire Beaumont, avocate principale de la Fondation Diallo. Amadou est sous ma protection légale. Il a activé un signal d'urgence, ce qui a déclenché l'alerte dans le cockpit. Je vous suggère de contacter immédiatement la Fondation Diallo à Paris pour vérifier son statut. » Véronique blêmit, ses yeux s'écarquillant. « La Fondation Diallo ?» balbutie-t-elle. Claire ne lui accorde pas un regard. « Oui, vous avez agressé le fils d'Aïssata Diallo, une personnalité publique et philanthrope. Je vous conseille de préparer une explication pour les autorités. » Un frisson parcourt la cabine. Les passagers échangent des regards, certains cherchant déjà le nom d'Aïssata Diallo sur leur téléphone. Une femme, Camille, murmure à Idrissa. « Aïssata Diallo ? Celle qui finance les écoles en Afrique et les start-up technologiques ?» Idrissa hoche la tête, son expression grave. « Oui. Et ce garçon est son fils. » À l'arrière, une nouvelle passagère, Léa Martin,
Une journaliste indépendante d'une trentaine d'années griffonne furieusement sur son carnet. Présente sur le vol pour un reportage sur les voyages de luxe, elle n'avait pas prévu de couvrir un scandale. Pourtant, ses doigts volent sur son téléphone, rédigeant un brouillon pour Le Monde, un enfant de 10 ans frappé en première classe. Air France, face à une crise sans précédent. Elle murmure à son voisin, « C'est plus qu'un incident. C'est une bombe. » Dans le galet, Julien Moreau, le jeune steward, est paralysé par l'indécision. Il sait ce qu'il a vu dans le manifeste. Diallo, Amadou, siège 2A, drapeau Alpha. Contactez Fondation Diallo immédiatement. Le drapeau Alpha, une classification réservée aux passagers de haute importance, souvent sous protection spéciale, le hante. Il avait tenté d'alerter via l'interphone, mais Véronique l'avait interrompu. Maintenant, il agit. Discrètement, il sort son téléphone et envoie un message à un collègue au sol. Vol 214, urgence, passager mineur agressé, drapeau Alpha. Besoin de renfort. Il glisse son téléphone dans sa poche. Le cœur battant, mais déterminé à ne pas laisser l'injustice passer sous silence. Il jette un regard vers Amadou, toujours assis sur le sol, et ressent une pointe de honte pour son silence initial. Émile Dubois s'approche à nouveau d'Amadou, son ton toujours doux. « Amadou, es-tu blessé? Veux-tu qu'on appelle un médecin ?» Amadou secoue la tête. « Non, monsieur. Ça va, mais je veux parler à ma mère. » Émile hoche la tête, jetant un regard à Sophie Martin, qui note chaque mot. « D'accord. On va organiser ça. » Il se tourne vers les passagers. Quelqu'un a-t-il été témoin de l'incident? Une forêt de mains se lève. Sophie, la jeune étudiante, s'avance, son téléphone à la main. « J'ai tout filmé, les deux gifles. Je peux vous envoyer la vidéo. » Camille, la femme d'affaires, ajoute « Moi aussi j'ai une vidéo. Il n'a rien fait pour mériter ça. » Monsieur Lefebvre, toujours indigné, lance « Elle l'a frappé parce qu'elle pensait qu'il n'avait pas sa place ici. » C'est une honte. Véronique, sentant le vent tourner, tente de reprendre le contrôle. « Ces passagers exagèrent, » s'écrie-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Ce garçon remettait en question mon autorité. J'ai suivi le protocole pour assurer la sécurité de ce vol. Mais ces mots sonnent creux. Les passagers ne l'écoutent plus. Idrissa Ndiaye, l'entrepreneur sénégalais, se lève, sa voix grave résonnant dans la cabine. « Madame, je viens d'un pays où l'on apprend le respect dès l'enfance. Ce garçon a été plus respectueux que vous. J'ai moi-même été traité comme un intrus dans des lieux où j'avais ma place. Ce que vous avez fait, ce n'est pas du protocole. C'est de l'abus. » Un applaudissement discret, mais ferme. Éclate dans la cabine. Mené par Monsieur Lefebvre et Camille. Sophie filme toujours, et son clip, maintenant sur Twitter, atteint déjà 10 000 vues. Émile Dubois lève une main pour calmer l'agitation. « Merci tout le monde. Nous allons recueillir vos témoignages un par un. Si vous avez des vidéos, veuillez les préparer pour transfert. » Il se tourne vers Véronique. « Madame, je vous demande de rester à l'écart pendant que nous parlons aux témoins. » Véronique, le visage livide, recule vers le galet, ses talons claquant nerveusement. Julien, toujours dans l'ombre, observe la scène, partagée entre la peur de défier sa supérieure et l'urgence d'agir. Il sait que le drapeau Alpha signifie que cet incident dépasse largement le cadre d'un simple vol. Il murmure à une collègue, une autre hôtesse nommée Élodie, « C'est grave, ce garçon est quelqu'un d'important. » Élodie, plus expérimentée, fronce les sourcils. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» Julien baisse les yeux. « J'ai essayé. Elle m'a menacé. » Non. Pendant ce temps, dans un bureau sécurisé à Paris, l'équipe de crise de la Fondation Diallo est en ébullition. L'alerte 321, déclenchée par la montre d'Amadou, a activé un protocole d'urgence. Une opératrice, casque vissé sur les oreilles, transmet des instructions. Confirmation d'identité. Amadou Diallo, mineur, siège 2A, vol Air France, 214. Escalade immédiate. Contacter Aïssata Diallo. À des centaines de kilomètres, Aïssata, en réunion à Genève, reçoit une notification sur son téléphone sécurisé. Son visage, habituellement impassible, se fige. Elle quitte la salle sans un mot, compose un numéro. « Claire, dit-elle, sa voix d'acier. Que se passe-t-il avec mon fils ?» Claire, toujours dans la cabine, répond calmement. « Il est en sécurité, mais il a été agressé par une hôtesse. L'alerte a été déclenchée. La police est à bord. » Aïssata marque une pause, puis répond. « Je prends le prochain jet. Assurez-vous qu'il soit protégé. » Dans la cabine, l'atmosphère est désormais irrespirable.
Les passagers, d'abord spectateurs, sont devenus des acteurs d'une révolte silencieuse. Sophie, dont la vidéo atteint maintenant 100 000 vues, murmure à son voisin. Regarde, c'est viral. Tout le monde parle de « justice pour Amadou », Léa Martin. La journaliste tape frénétiquement sur son téléphone, envoyant un message à son rédacteur en chef. Incident majeur sur Air France 214. Enfant, frappé par hôtesse. Fils d'Aïssata Diallo. Je couvre en direct. Elle lève les yeux, croisant le regard d'Amadou. Il est toujours assis sur le sol. Mais son expression a changé. Ses yeux, autrefois humides, sont maintenant secs, déterminés. Il ne parle pas, mais son silence est plus éloquent que n'importe quel discours. Émile Dubois s'agenouille à nouveau devant Amadou. « Tu as dit que tu voulais appeler ta mère. On va organiser ça tout de suite. » Il se tourne vers Sophie Martin. « Pouvez-vous escorter Amadou dans un endroit plus calme ?» Sophie hoche la tête, guidant doucement Amadou vers l'avant de la cabine, près du galet. Là, Julien, qui n'a pas bougé, s'approche timidement. « Amadou, je suis désolé, » murmure-t-il. « J'aurais dû intervenir. » Amadou le regarde, sans colère. « Ce n'est pas grave, vous êtes gentil maintenant. » Ces mots si simples touchent Julien comme une flèche. Il baisse les yeux, honteux, mais déterminé à se racheter. Claire Beaumont, toujours debout, s'adresse à Émile. « Inspecteur, la Fondation Diallo a été informée. Une équipe juridique arrivera sous peu. Je vous suggère de sécuriser toutes les vidéos des passagers et de préparer un rapport pour les autorités aériennes. » Émile acquiesce, impressionné par son autorité. « Entendu, Madame Beaumont, nous allons escorter Amadou dans un salon sécurisé pour qu'il puisse appeler sa mère. » Véronique, qui a entendu l'échange depuis le galet, tente une dernière fois de se défendre. « Ce n'est pas juste. Je ne savais pas qui il était. » Claire se retourne, son regard glacial. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui il était. C'est un enfant. Vous l'avez frappé. 2 fois. » Les haut-parleurs crépitent à nouveau. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. En raison d'un incident à bord, nous restons à la porte. Les autorités mènent une enquête. Merci de votre patience. » Les passagers, maintenant galvanisés, ne se contentent plus de murmurer. Une femme au fond crie « Elle doit être suspendue ». Un autre ajoute « C'est un scandale ». Sophie, toujours connectée, voit les notifications s'accumuler sur son téléphone. Sa vidéo a dépassé les 500 000 vues, et les commentaires affluent. Honte à Air France, protégez cet enfant, justice pour Amadou. Léa Martin, elle, envoie son article à la rédaction, intitulé « Un scandale dans les airs, quand une hôtesse frappe un enfant ». Amadou, escorté par Sophie Martin et Claire Beaumont, est conduit dans un salon VIP à l'écart de la cabine. Là, dans une pièce aux murs clairs et aux fauteuils de cuir, il s'assied, son sac à dos posé à ses pieds. Claire lui tend un téléphone sécurisé. « Appelle ta mère », dit-elle doucement. Amadou compose le numéro, ses doigts tremblant légèrement. Une sonnerie, 2. Puis la voix d'Aïssata, chaude, mais ferme. « Amadou, tu vas bien ?» Il hoche la tête, même si elle ne peut pas le voir. « Oui, maman, mais elle m'a frappé. 2 fois. » Un silence lourd suit. Puis Aïssata répond. « Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis fier de toi. Je serai là bientôt. Reste avec Claire. » Amadou acquiesce, un léger sourire au coin des lèvres. « D'accord, maman, je t'aime. » La communication se coupe, et Amadou rend le téléphone à Claire, qui pose une main rassurante sur son épaule. Dehors, sur le tarmac, un SUV noir s'arrête près de la passerelle. 2 membres de l'équipe de sécurité de la Fondation Diallo, en costume sombre, descendent et se dirigent vers le terminal. Dans la cabine, Véronique est isolée dans le galet, sous la surveillance d'Élodie, qui murmure à Julien « Elle a dépassé les bornes, ça va lui coûter cher. » Julien hoche la tête, toujours rongé par la culpabilité. Il sait que son silence initial a aggravé les choses. Mais il se promet de témoigner. Quoi qu'il arrive, les passagers, eux, continuent de partager la vidéo, qui atteint maintenant 1 million de vues. Le hashtag « Justice pour Amadou » devient le sujet le plus discuté sur Twitter en France, relayé par des influenceurs, des journalistes et même des célébrités. Une actrice française poste, choquée par ce qui est arrivé à Amadou. « Un enfant ne devrait jamais être traité ainsi. Soutien total. Justice pour Amadou. » Émile Dubois et Sophie Martin commencent à recueillir les témoignages. Monsieur Lefebvre, le premier, raconte avec émotion. Ce garçon était un modèle de politesse. Elle l'a visé parce qu'il était seul, différent.
C'est une injustice. Idrissa Ndiaye, lui, partage une anecdote personnelle. J'ai grandi au Sénégal, où l'on m'a appris à respecter les aînés, mais j'ai aussi été jugé, ici en France, à cause de ma peau. Ce qu'elle a fait à Amadou, c'est ce que beaucoup d'entre nous vivent tous les jours. Sa voix, pleine de gravité, touche les autres passagers, qui hochent la tête en silence. Camille, la femme d'affaires, tend son téléphone à Sophie Martin. Voici ma vidéo. Vous verrez qu'il n'a rien fait de mal. Léa Martin, la journaliste, s'approche d'Émile, son carnet à la main. Inspecteur, je suis journaliste pour Le Monde. J'ai tout vu. Je peux vous fournir un témoignage détaillé et un article préliminaire. Émile. Impressionné. Acquiesce. Merci, madame. Cela nous sera utile. Dans le salon VIP, Amadou mange un sandwich qu'un employé de l'aéroport lui a apporté, nerveux. Claire reste près de lui, son téléphone vibrant de notifications de la Fondation Diallo. Elle murmure. Ta mère arrive dans 2 heures. Tout est sous contrôle. Amadou hoche la tête, mais ses yeux trahissent une blessure. Pourquoi elle m'a frappé? Demande-t-il doucement. Claire hésite, puis répond. Parce qu'elle a vu ce qu'elle voulait voir? Pas qui tu es vraiment. Mais tu as montré qui tu es, Amadou, et le monde le voit maintenant. Il ne répond pas, mais un éclat de fierté passe dans son regard. Il n'est plus seulement un enfant. Il est une voix, un symbole, et la tempête qu'il a déclenchée ne fait que commencer. Le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle, baigné par une lumière douce de fin d'après-midi, semble retenir son souffle. À l'intérieur du terminal, l'histoire d'Amadou Diallo, le garçon de 10 ans frappé par une hôtesse dans la cabine de première classe du vol Air France 214, s'est transformée en un raz-de-marée numérique. Le hashtag « Justice pour Amadou » domine les réseaux sociaux français, relayé par des millions de voix indignées, des influenceurs aux figures publiques. Dans le salon VIP où Amadou attend, assis sur un fauteuil de cuir, son sac à dos vert posé à ses pieds, une télévision diffuse en boucle les images de l'incident. Capturé par Sophie, l'étudiante en art. Les chaînes d'information, de France 2 à BFM TV, passent et repassent la vidéo. La gifle, le silence d'Amadou, son regard blessé mais résolu. À Paris, à Lyon, à Marseille, des foules commencent à se rassembler devant les comptoirs d'Air France, brandissant des pancartes. Respect pour tous les passagers. Et justice pour Amadou. Aïssata Diallo, la mère d'Amadou, atterrit dans un jet privé, son visage impassible masquant une colère contenue. Dans la cabine immobilisée, Véronique Dubois, l'hôtesse en chef, est confinée dans une salle d'interrogatoire, son uniforme froissé, son assurance évanouie. Mais c'est la lettre manuscrite d'Amadou, publiée par la Fondation Diallo, qui fait trembler le monde. Je ne suis pas en colère, mais j'espère que chacun apprendra à mieux traiter les autres, même s'ils ne sont le fils de personne d'important. Ces mots, simples et puissants, deviennent un cri de ralliement, et la vérité d'un enfant de 10 ans résonne comme un appel à changer les cieux. Dans le salon VIP, Amadou est entouré par Claire Beaumont, l'avocate de la Fondation Diallo, et 2 membres de l'équipe de sécurité, tous en costume sombre, discrets mais vigilants. La pièce, avec ses murs clairs et ses fauteuils confortables, contraste avec la tension qui règne dehors. Amadou tient un verre d'eau, ses doigts jouant distraitement avec le bord. Claire, assise en face de lui, consulte son téléphone, où les notifications affluent. Messages de soutien, demande d'interview, et une note de la Fondation confirmant que la lettre d'Amadou a été envoyée à tous les grands médias. « Tu as écrit quelque chose de très fort, Amadou, » dit-elle doucement, son regard empreint de respect. Amadou hausse les épaules, un peu gêné. « Je voulais juste dire ce que je ressentais. » À cet instant, la porte s'ouvre, et Aïssata Diallo entre, sa silhouette élégante dans un tailleur noir, ses yeux brillants d'émotion. Amadou se lève d'un bond et se jette dans ses bras. « Maman !» murmure-t-il, sa voix tremblante pour la première fois. Aïssata le serre fort, puis s'agenouille pour être à sa hauteur. « Tu as été si courageux, mon chéri, » dit-elle, sa voix mêlant fierté et douleur. « Je suis là maintenant. » Les membres de l'équipe de sécurité s'écartent respectueusement, tandis que Claire murmure « Madame Diallo !» Les médias attendent une déclaration. Aïssata hoche la tête, mais ses yeux restent fixés sur son fils. Pas encore. D'abord, je veux m'assurer qu'il va bien. À l'extérieur, le terminal est en ébullition. Les journalistes, caméras à l'épaule, se pressent derrière une barrière de sécurité, tandis que des voyageurs curieux s'arrêtent pour prendre des photos. Léa Martin, la journaliste indépendante présente sur le vol,
a publié son article sur Le Monde, intitulé « Un scandale dans les airs, la gifle qui secoue Air France ». L'article, partagé des milliers de fois, détaille l'incident avec précision, citant les témoignages de M. Lefebvre, Idrissa Ndiaye et Sophie, dont la vidéo a désormais dépassé les 10 millions de vues. Léa, installée dans un café de l'aéroport, tape un second article décrivant l'onde de choc. L'histoire d'Amadou Diallo n'est pas seulement celle d'un enfant agressé, mais un miroir tendu à une société qui juge trop vite. Elle reçoit un message de son rédacteur en chef. Continuez à couvrir. C'est l'histoire de l'année. Pendant ce temps, Sophie, l'étudiante, est devenue une héroïne improbable. Son compte Instagram, suivi par des milliers de nouveaux abonnés, relaie des messages de soutien. Merci d'avoir filmé, Sophie. Tu as donné une voix à Amadou. Elle répond humblement. Je n'ai fait que ce qui était juste. Dans une salle austère du terminal, Véronique Dubois fait face à une commission interne d'Air France, composée d'un responsable des ressources humaines, d'un conseiller juridique et du directeur des opérations, un homme à l'air grave nommé Philippe Garnier. L'atmosphère est lourde, presque suffocante. Véronique, les mains croisées sur la table, tente de se défendre. Je ne savais pas qui il était, dit-elle, sa voix tremblante. Il était seul, il n'avait pas l'air, à sa place. J'ai cru qu'il était perturbateur. Le conseiller juridique, une femme nommée Isabelle Laurent, lève les yeux de ses notes. Madame Dubois, le problème n'est pas son identité, mais vos actions. 9 vidéos montrent que vous avez frappé un enfant de 10 ans, sans provocation. Comment justifiez-vous cela? Véronique baisse les yeux, incapable de répondre. Philippe Garnier, le directeur, prend la parole, son ton glacial. Vous avez non seulement violé nos protocoles, mais vous avez terni l'image d'Air France. Vous êtes suspendu immédiatement, en attendant une enquête complète. Véronique, les larmes aux yeux, murmure « Je ne voulais pas, je suis désolée ». Mais ces mots sonnent creux, et elle le sait. En quittant la salle, elle croise Julien Moreau, le jeune steward, qui détourne le regard, rongé par sa propre inaction initiale. Julien, de retour dans la cabine, s'approche d'Élodie, sa collègue. « J'ai envoyé un rapport au siège », avoue-t-il. « J'ai mentionné le drapeau Alpha et l'agression. Je ne pouvais pas rester silencieux. » Élodie, émue, pose une main sur son bras. « Tu as bien fait. Ce garçon méritait qu'on le défende. » Julien hoche la tête, déterminé à témoigner officiellement. Plus tard, il apprend que son rapport a déclenché une révision interne des protocoles d'Air France et il est convoqué pour une réunion avec le directeur des ressources humaines. « Votre courage sera reconnu, lui dit-on. » Julien, modeste, répond « Je veux juste qu'on traite mieux les gens. » Au siège de la Fondation Diallo, à Paris, l'équipe de communication travaille sans relâche. Aïssata, après avoir retrouvé Amadou, publie une déclaration officielle. « En tant que mère, je suis bouleversée. En tant que citoyenne, je suis déterminée. Nous demandons des comptes à Air France et une réforme de l'industrie aérienne pour garantir le respect de chaque passager, en particulier des enfants. » Le texte, relayé par les médias internationaux, est accompagné de la lettre d'Amadou, dont les mots simples touchent des millions de cœurs. Les chaînes de télévision, de TF1 à CNN, diffusent des extraits, tandis que des éditorialistes saluent le courage d'un enfant. Le Monde écrit « Amadou Diallo, par son silence et sa dignité, a forcé une nation à regarder ses préjugés en face. » Sur les réseaux sociaux, des influenceurs, des acteurs et même des politiques s'expriment. Une sénatrice française tweet « La gifle contre Amadou est une gifle contre nous tous. Réformons l'aviation. Justice pour Amadou. » Air France, sous une pression croissante, organise une conférence de presse d'urgence. Le PDG, Marc Lefebvre, s'avance au podium, le visage tendu. « L'incident sur le vol 214 est une trahison de nos valeurs, » déclare-t-il. « Nous suspendons immédiatement l'hôtesse concernée et lançons une refonte complète de la formation de notre personnel. Des caméras transparentes seront installées dans toutes nos cabines et un protocole renforcé pour les mineurs non accompagnés sera mis en place. » Les journalistes, nombreux, posent des questions incisives. « Pourquoi n'y avait-il pas de supervision ?» demande l'un. « Comment garantissez-vous que cela ne se reproduira pas ?» Marc Lefebvre, visiblement ébranlé, promet des audits indépendants et une ligne directe pour les plaintes des passagers. Mais sur Twitter, la colère persiste. Trop tard. Air France. Vous avez attendu que ça devienne viral. Le hashtag Boycott Air France gagne du terrain, bien que Justice pour Amadou reste dominant. Dans un bureau discret du terminal, Idrissa Ndiaye, l'entrepreneur sénégalais, rencontre Léa Martin.
J'organise une collecte de fonds pour les enfants défavorisés voyageant seuls, dit-il. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a rappelé pourquoi je me bats. Léa, impressionnée, promet de relayer son initiative dans son prochain article. Ensemble, ils rédigent un appel à l'action, partagé sur LinkedIn, qui attire l'attention d'associations caritatives. Sophie, de son côté, est invitée à une émission télévisée pour raconter son rôle. Hésitante, elle accepte, disant « Je veux juste qu'on écoute Amadou ». À Paris, dans un appartement cossu, Aïssata et Amadou s'installent pour la nuit. La ville brille sous leurs fenêtres, mais le silence entre eux est doux, intime. Aïssata lit la lettre de son fils à haute voix, ses yeux brillants. « Tu as changé quelque chose aujourd'hui », murmure-t-elle. Amadou, blotti contre elle, répond « Je voulais juste que ce soit juste ». Elle sourit, l'embrasse sur le front. Ça l'est, maintenant. Dehors, les réverbères scintillent et les manchettes des journaux s'illuminent. Un enfant réécrit les règles du ciel. À des kilomètres de là, Véronique, seule chez elle, lit la lettre d'Amadou. Ses mains tremblent. Sur une feuille, elle griffonne. « Je suis désolée. C'est un début. Petit, mais sincère. » Dans le silence de la nuit, deux âmes, séparées par une gifle, sont reliées par un espoir fragile, celui d'un monde plus juste. L'histoire d'Amadou Diallo, ce garçon de 10 ans frappé par une hôtesse dans la cabine de première classe d'un vol Air France, est bien plus qu'un incident isolé. C'est une parabole moderne, un miroir tendu à notre société, révélant des vérités inconfortables sur les préjugés, le pouvoir et la résilience. En tant que Français, nous chérissons des valeurs comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais l'expérience d'Amadou nous rappelle que ces idéaux, gravés dans notre devise républicaine, nécessitent une vigilance constante pour être pleinement réalisés. À travers cette réflexion, je souhaite partager les émotions suscitées par cette histoire et les leçons qu'elle nous offre, applicables à notre quotidien, dans un esprit fidèle à la culture française, où l'introspection et la quête de justice sociale occupent une place centrale. Lorsque j'ai visionné la vidéo de l'incident, mon premier sentiment fut une indignation viscérale. Comment une adulte, investie d'une autorité, peut-elle lever la main sur un enfant simplement parce qu'il semblait ne pas appartenir à l'espace raffiné de la première classe? La gifle, captée par les téléphones des passagers, n'était pas seulement un acte physique. C'était une blessure infligée à la dignité d'Amadou, un garçon dont le seul tort était d'être seul, jeune et différent. En France, où l'éducation et le respect des enfants sont des piliers culturels, cet acte choque profondément. Pourtant, au-delà de la colère, une autre émotion a émergé. Une empathie immense pour Amadou. Sa retenue, son silence face à l'humiliation, son refus de céder à la colère ou aux larmes m'ont bouleversé. Ce garçon de 10 ans, avec sa dignité intacte, incarne une force que nous associons souvent aux héros des grandes tragédies françaises, comme celle de Racine ou de Corneille, où le courage se manifeste dans le stoïcisme face à l'adversité. Cette empathie s'étend également aux passagers qui ont réagi. Sophie, l'étudiante qui a filmé l'incident, représente cette jeunesse française, idéaliste et connectée, prête à défendre la justice avec les outils de son époque. Monsieur Lefebvre, l'ancien libraire, incarne cette sagesse des aînés, celle qui refuse de rester silencieuse face à l'injustice. Idrissa Ndiaye, avec son témoignage personnel sur les préjugés, rappelle que la France, pays de diversité, doit encore surmonter ses propres contradictions. Ces personnages, par leurs actions, reflètent un esprit collectif cher à notre culture, celui de la solidarité, un écho à l'élan révolutionnaire qui a façonné notre nation. L'histoire d'Amadou offre plusieurs leçons applicables à notre vie quotidienne, que nous soyons parents, collègues, voisins ou simples citoyens. Voici celle qui résonne le plus profondément avec moi, ancrée dans une perspective française où la réflexion éthique et l'engagement social sont valorisés. Véronique Dubois, l'hôtesse, a agi sous l'influence de préjugés. Supposant qu'Amadou, un enfant noir voyageant seul, n'avait pas sa place en première classe. Ce jugement hâtif, bien que non explicite, reflète une réalité que beaucoup en France préfèrent ignorer. Les préjugés inconscients imprègnent encore nos interactions. Dans notre vie quotidienne, cela nous invite à questionner nos propres réflexes. Lorsque nous rencontrons une personne qui semble différente, par son apparence, son âge, son origine, prenons un instant pour suspendre nos jugements. Comme le disait Voltaire, les préjugés sont ce que les fous utilisent pour raisonner. En tant que Français, nous avons une responsabilité particulière à incarner l'égalité que nous proclamons, que ce soit dans un métro parisien ou dans une salle de réunion.
Amadou n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a pas riposté. Son silence, loin d'être une faiblesse, était une arme. Il rappelle la maxime de La Rochefoucauld. Le silence est le parti le plus sûr pour celui qui se défie de soi-même. Dans une société française où le débat passionné est une tradition, la retenue d'Amadou nous enseigne qu'il y a une force dans la maîtrise de soi. Appliquée à notre vie, cela signifie que face à une injustice, un collègue qui nous rabaisse, un voisin qui juge sans connaître, répondre par la dignité et la patience peut être plus puissant qu'une confrontation directe. Ce n'est pas renoncer, mais choisir de répondre avec une force intérieure qui désarme l'adversaire. Les passagers du vol 214, de Sophie à Idrissa, ont transformé un incident isolé en un mouvement collectif. En France, où les manifestations et les pétitions font partie de notre ADN, cette solidarité spontanée est un rappel que le changement commence par des actes individuels. Filmer une injustice, partager une histoire, ou simplement dire « non » face à une situation intolérable sont des gestes qui comptent. Dans nos vies, cela peut se traduire par des actions simples. Soutenir un collègue discriminé, signaler un abus dans notre communauté, ou élever la voix pour défendre un inconnu. Comme l'écrivait Camus, « La liberté n'est pas un cadeau. Elle se gagne par l'action. » La lettre d'Amadou, « Je ne suis pas en colère, mais j'espère que chacun apprendra à mieux traiter les autres » est un chef-d'œuvre de simplicité et de profondeur. Elle incarne une valeur française essentielle, l'éloquence au service de la justice. Dans notre culture, de Rousseau à Hugo, les mots ont toujours eu le pouvoir de changer les cœurs et les lois. Cette leçon nous encourage à utiliser nos paroles avec soin, que ce soit dans une conversation, un courriel ou un post sur les réseaux sociaux. Dire la vérité, avec clarté et compassion, peut transformer une situation, comme l'a fait Amadou. Dans notre quotidien, cela signifie oser exprimer nos convictions, même lorsque c'est inconfortable, tout en restant fidèle à nos valeurs. L'incident a révélé les failles d'Air France, mais aussi sa capacité à réagir sous la pression publique. En France, où l'État et les institutions sont au cœur de la vie sociale, cette histoire nous rappelle que les entreprises et les organisations doivent être tenues responsables. Pour nous, citoyens, cela signifie exiger la transparence et l'éthique, que ce soit de la part d'une compagnie aérienne, d'une école ou d'une mairie. Nous pouvons écrire des courriers, participer à des réunions publiques, ou soutenir des initiatives comme le protocole pour les mineurs non accompagnés proposé par Aïssata Diallo. Être un citoyen actif, c'est incarner l'esprit de la République. L'histoire d'Amadou n'est pas seulement un récit d'injustice. C'est un appel à l'action. Elle nous rappelle que chacun de nous, à son échelle, peut faire une différence. Que nous soyons dans un avion, un bureau ou une salle de classe, nous avons le pouvoir de défendre ce qui est juste, de questionner nos préjugés et de soutenir ceux qui sont injustement traités. En tant que Français, nous portons en nous l'héritage d'une nation qui a toujours cherché à équilibrer la liberté individuelle et la justice collective. Amadou, par son courage, nous montre que cet équilibre est possible même à 10 ans. Si cette histoire vous a touché, si les leçons d'Amadou vous inspirent, agissez dès maintenant. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien à la justice et à la dignité. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que son message se propage comme une onde à travers la France et au-delà. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui changent le monde. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous inspire, comment vous comptez appliquer ces leçons dans votre vie. Ensemble, faisons entendre la voix d'Amadou et bâtissons un avenir où chaque enfant, chaque personne est traitée avec respect. Merci de faire partie de ce mouvement.